Voilà, je vais vous donner le contenu de la conversation. Je termine simplement la démonstration. Donc, pas de signature de ce contrat de mixité sociale et la préfecture peut effectivement prendre la main sur toutes les instructions de permis de la ville. Elle peut faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire il n'y a pas de moyen de s'y opposer. Elle peut faire, si elle veut, 100% de logements sociaux partout. Et j'ai expliqué que le fait que j'ai défendu la particularité de Bandol, que j'ai souligné les efforts consentis, a fait que l'augmentation de pénalité qui aurait pu déjà avoir lieu n'a pas eu lieu. Donc voyez l'enjeu, et j'étais en train de vous dire que contrairement à une idée reçue, on ne peut pas payer la pénalité pour s'exonérer de construire des logements. C'est-à-dire que si on refuse et qu'on rentre en résistance complète, on payera les pénalités et en plus les logements seront construits. Donc il n'y a pas moyen d'y échapper. Maintenant, si ce contrat de mixité sociale est signé, le préfet retirera son arrêté du mois de décembre, c'est-à-dire que la commune reprendra le contrôle de l'instruction des permis sur toutes les zones de la ville. Et par ailleurs, le contingent préfectoral sera à nouveau alloué à la ville, c'est-à-dire que la ville contrôlera la grande majorité des attributions. Et comme on en discutait hier, même si la loi ne permet pas de privilégier les bandolés, il y a moyen d'aider les bandolés dans leur démarche, de manière à ce qu'ils soient accompagnés, fassent bien leur dossier, et ça permet sans enfreint dans la loi, de les aider et d'attribuer les logements sociaux à une majorité de bandolés. Et M. Maes peut vous le confirmer, la dernière attribution, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais tous les logements ont été attribués à des bandolés. Alors, pour ce qui est de la conversation avec M. le sous-préfet, je m'inquiétais particulièrement de deux dispositions de ce contrat de mixité sociale. La première, c'est l'objectif. Alors, l'objectif lui-même, en fait, on ne peut pas le contester, puisque l'objectif, c'est d'atteindre le pourcentage imposé par la loi. Donc, l'objectif, on ne peut pas le changer. Par contre, il y a l'objectif légal qui est donc les 25%, et ça donne 261 logements pour la première période triennale, 261 pour la deuxième, et ça amène à plus de 1000 logements en 2025. Et il y a une phrase que j'ai repérée dans le contrat de mixité sociale qui dit à la suite l'objectif notifié, ça sera au premier semestre de 2017. Donc, ce que j'ai souhaité qu'il soit rajouté, c'est justement la prise en compte de cette particularité foncière de la ville de Bandol. Et la deuxième chose à prendre en compte, ce sont les efforts consentis par la ville, comme je le disais. Donc ça sera sans doute à un autre endroit du contrat de mixité sociale. Et enfin, quelque chose qui peut, inquiéter particulièrement la population, c'est le pourcentage de 100% de logements sociaux sur un ensemble qui est relativement important. C'est la zone des garages Rancurel. Bon, c'est une zone réservée. Donc, il n'y aura pas, je précise tout de suite, il n'y aura pas d'expropriation. En tout cas, ce n'est pas du tout ma manière de voir les choses. Donc, c'est lorsque ça sera un jour vendu, donc il y aura une préemption bien entendu de la ville.
à ce moment-là, donc il y aura effectivement des logements sociaux. Et le fait qu'il y ait 100% sur un programme de 90 logements, ça semble effectivement beaucoup. Donc je demandais à ce que ça puisse être abaissé. Alors, bon, le sous-préfet va regarder ça de près. Cependant, dans la mesure où je me suis engagé hier, lors de notre réunion, à reporter la délibération, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que la délibération sera soumise au prochain conseil municipal, mais je tenais vraiment à attirer l'attention de tous. Hein. Là, vraiment, ça va au-delà du conseil municipal parce que c'est un enjeu majeur. Je répète, d'un côté, une obligation légale et une obligation morale de construire des logements sociaux parce que des gens en ont besoin, et de l'autre côté, une volonté que nous devons défendre, qui est de protéger la ville contre une urbanisation excessive. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai annoncé hier, lors de cette réunion, avec l'ensemble des conseillers municipaux et les associations d'environnement, j'ai annoncé qu'une révision serait engagée avant même la fin de la procédure de modification pour justement définir de manière un peu plus globale et cohérente ce que nous voulons pour notre ville et éviter schématiquement que toutes les villas soient remplacées par des immeubles. Voilà, donc j'ai été un peu long, mais je pense que l'enjeu est important. Et tout ça, c'était pour annoncer le report de la délibération au conseil municipal suivant. Madame Cercio. Bon, après cette superbe déclaration alimentée par un catastrophisme et une démagogie hors norme, et qui n'a pour seul objet de votre part, j'ai deux mots à dire. S'il vous plaît, Madame Cercio. Que de faire peur aux bandolés afin de masquer votre incapacité à protéger la ville. Je vous interromps simplement. Pouvez-vous nous donner maintenant les véritables raisons du report? Je vous interromps simplement. Que vous nous avez donné Je vous interromps simplement parce que le terme de démagogie ne convient pas à la situation actuelle. C'est pas un terme que j'emploie vis-à-vis de vous. Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner les véritables raisons de ce report que vous nous avez donné hier, s'il vous plaît? Je vous écoute. Les distorsions au sein même de votre majorité concernant ce contrat de mixité sociale. Je pense que vous n'avez pas bien compris. Je pense que vous n'avez pas bien compris. Bien, nous allons passer à la délibération suivante. Alors, il s'agit du protocole transactionnel, protocole d'accord portant avenant numéro 2 au contrat d'affermage du service de l'eau potable. Alors, vous savez que nous avons un contrat avec la Société des eaux de Marseille. Ce contrat avait été signé en 2009, engagé la ville sur une période de 12 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2021. Et il est apparu nécessaire d'effectuer une révision tarifaire pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il fallait que le délégataire puisse effectuer des investissements suffisants sur la deuxième période, comme il l'avait fait sur la première, et également de prendre en compte l'utilisation de l'eau du puits de Bourgarel, qui est moins chère, et au bénéfice du public. Parallèlement, la commune avait déclenché une procédure d'application de pénalité pour non-respect des travaux nécessaires au maintien d'un indice linéaire de perte. Il y a eu des frictions avec la Société des eaux de Marseille, des négociations, et puis finalement nous avons trouvé un terrain d'entente, c'est-à-dire que la SEM va prendre pour 568 000 €, ce qui est quand même assez important, les renouvellements électromécaniques des installations, et pour 870 000 € des canalisations qui ne sont pas en bon état. Et ça nous mène à une durée
moyenne de vie en fin de délégation de 7 ans et demi, ce qui est tout à fait acceptable pour le passage à la délégation suivante ou une éventuelle autre formule qui sera discutée en temps voulu. Donc, en compensation de cette importante prise en charge, la commune renonce à appliquer les pénalités sur la période qui vient de s'écouler, ne renonce pas bien entendu à celles qui pourraient advenir par la suite. Et il y a aussi un changement qui a été fait pour respecter la loi, qui est la prise en charge par la Société des Eaux de Marseille de l'impôt foncier. Jusqu'à présent, c'était la commune. Et lors du précédent protocole, effectivement, il était marqué que la commune prenait en charge. Donc ça va être modifié. Et les travaux devraient se faire sur environ 16 mois et se terminer à la fin de l'année 2017. Alors pourquoi un protocole plutôt qu'un avenant? Schématiquement, on peut revenir sur le plan juridique de manière plus précise, mais schématiquement c'est pour éviter le risque de recours et des tracasseries administratives qui pourraient durer pendant quelques années. Donc à partir du moment où le protocole qui tient lieu d'avenant sera validé par le juge administratif, on se met à l'abri de tout recours et on peut appliquer ce qui aura été voté. La seule chose qui pourrait être attaquée, c'est la délibération elle-même. Voilà. Donc, comme j'y suis tenu, je vais vous lire intégralement ce protocole, puisque c'est une condition pour que ça soit voté en conseil municipal. Le rapporteur expose au Conseil que par contrat à effet du 1er janvier 2010, modifié par un avenant numéro 1, à effet du 1er septembre 2011, la ville de Bandol a confié à la Société des Eaux de Marseille la gestion de son service de distribution d'eau potable pour une durée de 12 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021. En application des dispositions de l'article 44.1 du contrat, la ville a engagé une procédure de révision tarifaire, au motif notamment de la garantie de la capacité du fermier à maintenir jusqu'au terme du contrat un niveau d'investissement en gros entretien et renouvellement similaire à celui constaté sur la première période d'application du contrat, et en second lieu pour réintégrer au bénéfice du service public des économies générées, tant du fait de la possibilité d'accroître avec un investissement limité les prélèvements dans le forage de Bourgarel, moins onéreux que les achats d'eau à la Société du Canal de Provence, que de la renégociation de ce contrat d'achat d'eau à des conditions plus favorables. Ont été intégrées à la procédure diverses problématiques liées notamment à la gestion des services, études sur les compteurs individuels au sein des immeubles collectifs, fractionnement des facturations usagées, prise en charge des taxes foncières par le fermier, incitation à la mensualisation, frais pour le service de la facturation des redevances assainissement dues au syndicat intercommunal. Parallèlement, la ville a mis en œuvre la procédure pénalité pour non-obtention par le fermier de l'objectif de rendement, le fermier contestant cette procédure au motif qu'il était déjà pénalisé par le coût des achats d'eau et que la non-obtention de l'objectif prévu pour l'indice de perte, ILP, résultait de fuites sur des canalisations dont il n'a pas assumé la charge du renouvellement. À la fin de l'année 2015, les négociations ouvertes depuis plusieurs mois n'avaient toujours pas abouti et la situation demeurait figée sur les positions suivantes. Position de la ville, maintien jusqu'au terme du contrat d'un investissement similaire à celui constaté depuis l'origine, alors que les propositions du fermier constituent une diminution de près de 90%, soit un niveau d'investissement revendiqué par la collectivité de l'ordre de 500 000 €. Affectation au profit du service public des bénéfices tirés de la révision du contrat d'achat d'eau à la Société du Canal de Provence et d'un recours accru à la ressource du fourrage de Bourgarel, soit environ 500 000 € jusqu'au terme du contrat. Obtention d'une garantie contractualisée de la part du fermier, s'agissant de la qualité du service et du niveau de gros entretien et du renouvellement au regard de l'état des installations, de la fermage en fin de contrat. Appel des pénalités pour non-obtention du rendement pour un montant annuel d'environ 380 000 €. Prise en charge par le fermier des taxes foncières depuis l'origine du contrat au fondement de l'article 1400 du Code général des impôts. Position de la SEM, si l'investissement sur les premières années du contrat était largement supérieur aux prévisions, l'équilibre ne peut être désormais maintenu qu'en réduisant le montant investi jusqu'au terme du contrat.
Le contrat s'avère déficitaire, les bénéfices tirés de l'origine de l'eau doivent être acquis au fermier pour lui permettre de rétablir l'équilibre initial. Un investissement réduit sur les dernières années du contrat ne pèsera pas sur la qualité du service et celle-ci ne nécessitait pas d'être formalisée au sein du contrat, le fermier étant responsable, donc libre de déterminer l'ordre de priorité des investissements requis. Le fermier n'est pas responsable de la non-obtention du rendement et toute pénalité vient accroître le déficit de l'exploitation. La prise en charge des taxes foncières par le fermier n'était pas prévue au compte d'exploitation prévisionnelle et de nature à mettre en cause l'équilibre économique du contrat. Une mise en demeure a été adressée par la ville à la SEM d'avoir apporté avant le 31 décembre 2015 une réponse définitive et formalisée sur les demandes, sous peine de rétablissement unilatéral par la ville de l'équilibre contractuel à ses conditions initiales. Cette dernière étape a permis la réouverture des négociations dans un climat plus conciliant, compte tenu des forts risques contentieux d'évolution de ce dossier, susceptible en outre de menacer dans la continuité du service public que sa qualité au plan technique et financier. Pour ces motifs et pour éviter les aléas d'une procédure en justice tant sur les décisions unilatérales qu'aurait pu prendre la ville pour établir l'équilibre contractuel que sur la procédure de pénalité, la ville et la SEM se sont ainsi rapprochés pour résoudre le litige. Un accord a été ainsi élaboré au cours de ces dernières semaines permettant de répondre aux exigences de la ville en matière patrimoniale et de rendement du réseau, notamment par un renforcement des engagements du fermier en matière de travaux de renouvellement, tant pour les canalisations que pour l'électromécanique et l'affectation au service des bénéfices tirés par le fermier, tant de la renégociation du contrat d'achat d'eau auprès de la Société du Canal de Provence que d'un recours accru au forage de Bourg-Garenne. Le renouvellement résultant d'un montant de 1 430 000 € est pris intégralement en charge par le fermier. Nonobstant, pour maintenir l'équilibre de l'exploitation qui ne permet pas à tarif constant l'amortissement de ce montant sur la durée résiduelle du contrat, celle-ci doit être prolongée de 3 ans, conformément au compte d'exploitation prévisionnel actualisé. Parallèlement, la ville a accepté de conserver la charge des impôts relatifs aux immeubles du service pour le passé et le fermier d'assumer cette nouvelle charge à compter de la prise d'effet de l'accord et jusqu'au terme du contrat ainsi prolongé. Cet accord a pris la forme d'un protocole d'accord transactionnel portant avenant numéro 2 au contrat d'affermage et il met un terme au litige entre les parties puisqu'il vaut transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil sous réserve de son homologation par le président du tribunal administratif de Toulon et de sa bonne exécution, ainsi que cela est détaillé à son contenu. Le rapporteur donne ensuite lecture au Conseil du texte intégral du projet de protocole d'accord. Il attire spécifiquement l'attention du Conseil sur la renonciation à recours induite par ce protocole, l'autorité de la chose jugée, ainsi que sur ses dispositions finales. Il a en effet été souhaité que même si un tel protocole a autorité de la chose jugée en dernier ressort, en étant exécutoire de plein droit après son approbation par le Conseil, sa signature et sa transmission auprès du représentant de l'État dans le département, il soit soumis en toutes ses dispositions et en ce incluses celles portant avenant numéro 2 au contrat d'affermage à l'homologation du président du tribunal administratif de Toulon. C'est ainsi que la conclusion du protocole d'accord est soumise à la réalisation de la condition suspensive de son homologation par le juge administratif à la requête de la collectivité. Il ne prendra donc effet qu'après avoir été homologué, même si la procédure requiert préalablement son approbation par le Conseil, sa signature et sa transmission au contrôle de légalité du représentant de l'État dans le département. La commission de délégation de service public a émis à l'unanimité le 28 juin 2016 un avis favorable à la passation de l'avenant numéro 2 contrat d'affermage du service de l'eau potable, conformément à l'article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver en tout point l'exposé qui lui a été présenté et le protocole d'accord transactionnel portant avenant numéro 2 au contrat d'affermage du service d'eau potable que vous avez sous les yeux, d'autoriser le maire à le signer, de charger le maire de mettre en œuvre toutes les formalités requises pour son homologation par le juge administratif. Y a-t-il des questions ? Monsieur Palix. Oui, je voudrais quelques précisions sur Bourg-Garenne. Où on en est dans le nombre de mètres cubes? Est-ce qu'on en est toujours dans les 900 000 mètres cubes? Est-ce qu'on a demandé plus? Où en êtes-vous? Ça, je vais demander à Monsieur Chorel, qui est adjoint aux travaux et à l'urbanisme, de vous répondre. Vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas compris la question. La question est simple, c'est que normalement on devait puiser 900 000 mètres cubes. On avait l'autorisation à Bourg-Garenne. Cette autorisation, elle dépend bien entendu du nombre
de mètres cubes de la nappe phréatique, etc., qui sont étudiés tous les ans. Et on demande une autorisation par l'État de puiser plus, éventuellement. Donc actuellement, est-ce qu'on en est toujours à 900 000 mètres cubes ou est-ce qu'on a demandé plus, ce qui permettrait de diminuer la facture de l'eau débandolée? Non, nous n'avons pas demandé plus. Si vous avez bien écouté la totalité du texte, oui. Le fermier considère il n'arrive à réaliser son équilibre financier qu'à partir du moment où il peut librement, et c'est ainsi que c'était convenu dans le texte et dans le marché initial, s'il peut disposer librement de l'approvisionnement en eau. Donc, le puits de Bourgaret, tel que c'était mentionné dans le contrat initial, ça n'était pas pour les bandolets. Comment? Je n'ai pas bien compris votre fin, là. L'approvisionnement à partir du puits de Bourgaret, oui. Dans le texte du contrat de délégation, oui. Il n'a jamais été dit que c'était au bénéfice exclusif des bandolets. Le fermier le rappelle très précisément dans ses attendus. Le contrat s'avère déficitaire et les bénéfices tirés de l'origine de l'eau doivent être acquis au fermier pour lui permettre de rétablir l'équilibre initial. Oui. Donc là, il parle bien du contrat initial. Oui, mais le contrat initial, c'était un minimum de 900 000 mètres cubes qui pouvait être augmenté à partir du moment où la commune en faisait la demande et à partir du moment où la nappe phréatique était préservée. Moi, je vous demande de me donner des informations sur cette nappe phréatique. Nous n'avons pas fait de demande pour aller au-delà de 900 000 mètres cubes. Je vous réponds très clairement. Pourquoi je crois savoir que nous ne sommes jamais arrivés à 900 000 mètres cubes jusqu'à présent. À combien? 200 000? 900 000. Et pourquoi? Et justement parce que la qualité de l'eau de Bourgaret n'est pas constante, comme vous devez le savoir. N'est pas constante. Constante. Au long de l'année, la qualité de l'eau du puits de Bourgaret n'est pas constante. Oui, mais c'est le nombre de mètres cubes. Après, la qualité, vous la faites en fonction, en mélangeant. Mais la quantité d'eau que vous puisez... Mais la quantité d'eau que l'on peut puiser est fonction de la qualité. Bon, ça... La quantité, non, ça dépend du niveau de votre nappe phréatique. Mais c'est bien ce que je vous dis, quand je vous réponds. Vous parlez de la qualité de l'eau. Eh bien, la qualité de l'eau dépend du niveau de la nappe phréatique. Si la nappe phréatique est au plus bas, vous savez très bien que l'eau de Bourgaret devient saumâtre. Non, mais c'est pas ça. C'est tout à fait ça. Non, il y a un minimum avant que cette eau devienne saumâtre, et ce minimum, il était de 900 000 mètres cubes. Et il a été dit que, éventuellement, en étudiant ce niveau, on pouvait l'augmenter. C'est-à-dire qu'en étudiant si 1 million de mètres cubes sont possibles, on étudie également la qualité de l'eau. Et en fonction, on en tire une conclusion. Une conclusion de quelle nature? Vous avez la conclusion... Il était prévu une clause, donc d'après ce que vous me dites, il aurait dû y avoir une clause qui permettait de revoir le prix de l'eau en fonction du volume de Bourgaret. Ça avait été dit avec la préfecture. La préfecture... Non, en l'occurrence, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est écrit qui compte. Oui, ce qui est dans le contrat de VSP. C'était possible à partir du moment où on avait fait la demande. Mais la demande n'a pas été faite. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc vous pourriez, en étudiant la quantité et la qualité, faire une demande. Ça ne coûte rien, elle peut être refusée, mais on fait au moins la demande. Parce que Bourgaret est un puits très important en matière qualitatif et quantitatif. Je vous entends très bien. Voilà. Donc, il faut faire un autre avenant. Dans l'hypothèse où nous demanderions l'augmentation du volume de Bourgaret, il faudrait faire un autre avenant. Et là, pour la circonstance, vu les tableaux financiers présentés par la Société des eaux de Marseille, je ne suis pas convaincu qu'ils seraient signataires de cet avenant. Non, mais... Puisque leur équilibre financier, justement, est basé sur cette particularité que vous avez introduite dans le contrat actuel. Oui, non, mais
ça ne coûte rien de le demander. À partir du moment où on aura voté ça, hein, bon, on aura tout aplani, tous les problèmes avec la Société des eaux, et après, dans 6 mois ou dans 1 an, vous demandez. Parfait. Vous demandez plus. Si vous ne demandez pas plus, vous n'aurez pas plus. Voilà. Hein. Très bien, ça sera étudié. Sur la nature de l'avenant proprement présenté aujourd'hui. Moi, mais je vais attendre le maire, c'est le rapporteur quand même. Ça me semble normal. Est-ce que toutes les questions et les réponses ont été posées? Non. Madame Cercio. Alors, nous avons différentes remarques et questions, effectivement. Alors, l'investissement de 568 000 € d'électromécanique est normalement inclus dans la prestation du fermier due au titre du contrat initial, notamment par les articles 36 et 40, qui prévoient respectivement les travaux de renouvellement et de grosses réparations d'une part, et la rémunération du fermier qui est destinée à couvrir ce type de renouvellement et réparation d'autre part. Est aussi indiqué l'âge moyen des installations, ce qui n'est pas forcément représentatif de leur efficacité. Cet indicateur n'est donc pas pertinent, puisque tout dépend de leur entretien et du respect des conditions nominales de fonctionnement. Lorsque l'on parle d'investissement électromécanique, sont visées les pompes et leur système puissance et contrôle commande. Comment sont ventilés les 568 000 € sur ces 3 postes? Cette somme est-elle en plus de la ligne budgétaire équipement électromécanique? Ça, c'est pour la première partie. Vous voulez y répondre maintenant ou je fais tout on va déjà répondre à ça. Pour je vais donner la parole à M. Choual, mais les 568 000 €, il y a déjà eu des grosses réparations de fait. Ce qui était un petit peu embêtant, c'est qu'on va dire il y en a eu trop, entre guillemets, au début. Oui, mais ça, c'est pas... Si contractuellement, il est prévu que les travaux de renouvellement et de grosses réparations sont à la charge du fermier, c'est contractuel.
Pas de trop ou de pas assez. Oui, sauf si l'état initial que nous avions décrit dans le contrat ne correspond pas à la réalité du terrain. Le fermier donc dit qu'il a fait de gros investissements, et il le prouve à partir d'états financiers, durant les premières années du contrat, bien au-delà de ses obligations légales. Ces 568 000 euros d'investissement sont des investissements supplémentaires sur les remplacements effectivement de pompes, de vannes électromécaniques. Et on a effectivement, ça n'est pas précisé là dans l'avenant, mais on a une localisation précise des éléments qui sont concernés. Je ne comprends pas le supplémentaire, c'est contractuel. Non. Ce qui est, quand vous dites que l'âge moyen n'a aucune importance, c'est subsidiaire. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'importance, j'ai dit qu'on ne pouvait pas le prendre en considération tout à fait. Excusez-moi, là on va faire de la rhétorique alors. Allez-y, je vous en prie. Une voiture, donc vous êtes en train de me dire que l'âge ne compte pas. Je prends un exemple qui sera plus compréhensible par la majorité des personnes. Vous prenez une voiture de 20 ans, même si elle a été bien entretenue, si elle est bien entretenue, je ne suis pas convaincu qu'elle sera toujours dans un état parfait. Les canalisations ont et les éléments associés ont une durée de vie, y compris avec un bon entretien. L'entretien ne permet pas d'obtenir l'immortalité. Une durée de vie de combien de temps alors? Puisqu'il parle de 8 ans. Non. Alors, les équipements électromécaniques, on va rentrer dans un détail un peu plus technique, ont souvent une garantie de 10 ans sous la condition d'un bon entretien. Là, nous avons des équipements qui à terme, arriveraient entre 13 et 14 ans d'ancienneté. L'objet de cet avenant, c'est d'arriver au terme du contrat, donc avec l'avenant plus 3 ans, avec une durée moyenne de vie des équipements de 7 ans. Ce qui correspond tout à fait à un équipement de bonne qualité avec un bon entretien. Par rapport à une garantie. Pardon ? C'est par rapport à une garantie, par une durée de vie. Par de garantie. Oui, vous n'avez pas suivi. Je vous disais que le matériel, ce type de matériel a une garantie pour les vannes en particulier, c'est moins vrai pour les pompes, qui peut être fixée à 10 ans avec un bon entretien. Aujourd'hui, nous avons des anciennetés qui sont supérieures à cette limite-là déjà. Donc, même avec un bon entretien, nous ne sommes pas à l'abri, c'est ce qui s'est produit, de pannes successives et de fuites. Donc, notre volonté à travers cet avenant, c'est de réduire l'âge moyen des installations à l'issue du contrat à une durée inférieure à l'âge normal de durée de vie de ces installations. Donc, on le ramène à 7 ans. Vous allez donc pouvoir nous donner la ventilation des 568 000 euros, justement, parce que vous ne parlez pas des pompes, bien sûr, etc. Bien sûr, oui, pas là dans l'instant, je n'ai pas les documents sous les yeux, mais je pourrais vous les donner sans aucun problème. J'aimerais bien, parce qu'à chaque fois qu'on me le promet, on ne m'a jamais rien envoyé, chez personne. Volontiers, oui. Monsieur Chorel. C'est dommage que votre représentant n'ait pas posé la question lors de la commission de DSP. On va y venir, il va vous en parler après. On aurait pu vous donner ces éléments-là. On va vous en parler. Est-ce que cette somme, donc, deuxième question, est-elle en plus de la ligne budgétaire, donc équipement électromécanique? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ok. Deuxième thème. L'investissement des 870 000 euros concernant les réseaux se situe dans une zone d'imprécision du contrat initial. Il n'est pas validable tant que les incertitudes sur qui est responsable de quoi existent. Pour exemple, l'article 33 du contrat initial dispose que l'entretien, la réparation et le renouvellement des canalisations appartient aux fermiers jusqu'à 6 mètres. La maintenance des branchements appartient aux fermiers. Le renouvellement des canalisations au-delà de 6 mètres appartient à la collectivité. Mais le fermier est responsable de l'atteinte de l'objectif de rendement du réseau, ce qui conduit à une claire incohérence, d'où la situation potentiellement ingérable. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Donc, au regard de l'imbrication
de responsabilité entre le fermier et la collectivité. Et pour clarifier les responsabilités de chacun, vous pourriez peut-être imposer au fermier un renouvellement du réseau de X kilomètres par an. Et le choix de X kilomètres par an serait une décision à ce moment-là de la collectivité sur proposition du fermier en fonction des tronçons les plus abîmés. Également, le fermier peut-il fournir une courbe rendement du réseau investissement afin de déterminer la politique d'investissement sur le réseau? Deuxième bloc. La question est assez fourre-tout. Ce que je peux vous dire de façon... Ah non, elle n'est pas du tout fourre-tout là. Oui, on y met un peu tout. Ce que je peux vous dire très simplement, c'est que le linéaire et les tronçons concernés sont très bien identifiés, à l'identique des équipements électromécaniques, d'une part. D'autre part, vous avez bien compris qu'à travers ce protocole portant avenant, nous avions des positions assez tranchées et différentes entre la ville et le délégataire. Si on parle de protocole, c'était bien pour trouver un terrain d'entente, et c'était bien parce que les arguments avancés par le fermier pouvaient peut-être être entendus par un juge, et peut-être que la position de la ville aurait pu être... C'est exactement ce que je vous décris. Et donc notre position, en l'occurrence, est celle de trouver un protocole mettant d'accord les parties. La ville de Bandol, à notre sens, manifestement, ça n'est pas votre ressenti, se retrouverait à l'issue avec un patrimoine qui aurait été grandement amélioré pour une durée de contrat supérieure à 3 ans. Donc la ville, à notre sens, se trouve dans une situation favorable pour le futur, qui sera peut-être une DSP ou pas, avec